Contagion est un film de Steven Soderbergh avec Jude Law, Marion Cotillard, Kate Winslet, Matt Damon, Laurence Fishburne et Gwyneth Paltrow. Un virus inconnu, particulièrement virulent et contagieux, provoque une pandémie majeure. Le Centre de contrôle et de prévention des maladies, l'Organisation mondiale de la santé, les médias et les populations font face à une crise sanitaire aux conséquences socio-économiques désastreuses, tandis que les chercheurs courent contre la montre pour élaborer un vaccin. Arnaud Fontanet est le chef de l'unité de recherche et d'expertise en épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Nous l'avons confronté à Contagion. Film de ce point de vue scientifiquement bien monté. Les réalisateurs se sont vraiment attachés à s'entourer de conseils d'experts pour décrire ce qui pourrait se passer en cas d'épidémie, avec évidemment une vision du scénario le plus noir, le plus catastrophique, qui reste une vision plausible. Je dirais que le type de virus qui est décrit dans le film pourrait malheureusement arriver en population humaine et causer des dégâts considérables. Quel est votre objectif de communication qui devra primer sur tout? Nous isolons les malades et plaçons en quarantaine ceux qui ont pu être exposés. Ouais, c'est ça. Il y a Kate Winslet qui, elle, travaille au niveau des États-Unis et ferait le travail en France des épidémiologistes de l'Institut de veille sanitaire, qui sont en charge de la surveillance des maladies infectieuses sur le territoire français. Et le film montre très bien finalement leur travail et le souci qu'ils ont au tout début à documenter les paramètres essentiels d'une épidémie. Ce qu'il nous faut établir, c'est ceci. Pour chaque personne qui tombe malade, combien d'autres personnes risquent-elles de contaminer ? Et ces paramètres sont au nombre de 3. Il y a ce taux de reproduction, le fameux R0 qui est décrit dans le film, qui vous dit le nombre de cas secondaires pour chaque personne infectée. S'il est supérieur à 1, on a une épidémie en croissance. S'il est inférieur à 1, une épidémie en déclin. Le deuxième paramètre épidémiologique qui n'est pas décrit dans le film mais qui est pourtant important, c'est l'intervalle de génération. C'est le temps qu'il faut entre le moment où une personne s'infecte et le moment où les autres personnes que ce premier patient va infecter vont être contaminés eux-mêmes. Dans le film Contagion, de ce qu'on entend, même si c'est jamais dit de façon explicite, il y a à peu près 3 jours. Et ça, c'est très rapide. Ça laisse très peu de temps entre chaque génération de patients, finalement. Et avec un taux de reproduction de 2, voire de 4, comme c'est décrit dans le film, on a une épidémie qui est absolument explosive. Le troisième paramètre épidémiologique important, c'est effectivement le taux de mortalité qui vous donne une idée de la virulence, dans ce cas d'un virus qui est en face de nous. Et une fois de plus, des chiffres de 25-30%, c'est extrêmement élevé. Dans la plupart des épidémies que l'on suit, on est sur des taux de mortalité qui sont beaucoup plus faibles, inférieurs à 1% le plus souvent. Nous avons séquencé le virus, établi son origine et modelé son mécanisme de pénétration des cellules du cerveau et des poumons. Et le virus contient à la fois des séquences de porcs et de chauves-souris. Donc là, les auteurs se sont visiblement inspirés d'un virus existant qu'on appelle Nipah, qui circule en Asie du Sud-Est, qui est acquis au contact des porcs et dont le réservoir naturel est la chauve-souris. Alors heureusement, dans la réalité, le virus Nipah a d'abord donné des encéphalites et de fait était très peu transmissible d'homme à homme, même si une autre version du virus, en Inde et au Bangladesh, quelques années plus tard, se transmettait par voie respiratoire et du coup était, lui, capable de se transmettre plus rapidement et potentiellement d'être responsable d'une épidémie plus grave. Il se trouve que, on entend relativement peu parler de ce virus maintenant, il n'a pas pris l'ampleur qu'on lui a vue dans ce film, mais il est clair que les auteurs se sont inspirés de ce scénario. L'autre virus qui a dû les inspirer, c'est le coronavirus du SRAS. Là, on retrouve encore la même région du monde, le sud-est de la Chine, dans la région de Canton. Et on avait là un virus transmis par voie respiratoire qui s'est très rapidement propagé aux 4 coins du globe via les transports aériens, comme d'ailleurs le film le montre très bien, et qui avait pas mal des caractéristiques qui ont été décrites pour le virus du film Contagion, notamment donc une atteinte respiratoire, la capacité, alors le taux de reproduction de ce virus, coronavirus du SRAS a été estimé entre 2 et 3, et sa mortalité était élevée, elle était de 10% et plus élevée chez les personnes plus âgées. Eh bien, en 1918, il y a eu 1% de la population qui est morte de la grippe espagnole, d'un virus qui était totalement inédit comme celui-ci. 1% des Américains ? 1% du monde entier. Il pourrait y avoir 70 millions de morts, chérie, peut-être même plus. Alors pour la grippe espagnole, c'était un virus grippal qui venait de la faune aviaire, qui a été introduit en population humaine dans les années 1917-1918 et qui a été responsable d'une pandémie majeure. On estime 25 à 40 millions de morts. Là encore, un virus transmis par voie respiratoire, donc contamination plus facile de personne à personne.
survenant dans un contexte particulier d'une fin de Première Guerre mondiale, avec peut-être des personnes affaiblies. Il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque non plus, donc pour les surinfections bactériennes, il n'y avait pas les moyens de les traiter. Je pense qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes. Un taux de mortalité qui a été estimé rétrospectivement autour de 1% à peu près de toutes les personnes infectées, donc très inférieur à ce qu'on a vu dans le film. Mais si un tiers de la population mondiale est touchée, 1%, ça devient énorme. Hein. Prenez la population d'aujourd'hui, mettons 6 milliards plutôt que les 7 milliards pour simplifier les calculs. Si vous avez un tiers des gens touchés, vous avez 2 milliards de personnes touchées, 1%, c'est 20 millions de morts, donc c'est considérable. Et en cas de pandémie grippale, on peut s'attendre à ce qu'un tiers de la population mondiale soit touchée, ce qui a été le cas d'ailleurs avec le virus H1N1 qui a circulé en 2009. Et pour finir avec le virus de la grippe espagnole, si mes souvenirs sont bons, son taux de reproduction a été estimé rétrospectivement entre 1,5 et 2, donc finalement assez voisin de celui du film Contagion. Les centres de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé en Suisse ont confirmé aujourd'hui que le Dr Jan Sussman, basé à San Francisco, était parvenu à cultiver le virus MEV1 en laboratoire. Les responsables du CDC soulignent toutefois que cette percée n'est qu'un premier pas vers l'élaboration d'un vaccin dont les premiers essais sur l'homme ne devraient pas commencer avant des mois. Donc le scénario qui nous est présenté dans le film est un scénario accéléré. Hein. En réalité, jusqu'à présent, et même si on faisait face à un virus de la nature de celui qui est présenté là, on peut s'attendre à des délais plus importants. Déjà dans la reconnaissance même de l'épidémie, hein. Au début, on perdrait du temps à se dire non, on est vraiment devant un nouveau phénomène. Après, il faut identifier ce nouveau virus. Et là, même si on a des outils qui nous permettent de séquencer toute forme de génome humains, agents pathogènes, etc., dans des prélèvements biologiques. L'identification des séquences, leur analyse, la confrontation aux séquences connues, tout ça prend du temps. Et on ne peut pas imaginer que ça se fasse en 3-4 jours. C'est des choses qui prendraient 2-3 semaines dans le meilleur des cas, hein, si on arrive à un virus qui a quand même quelques virus apparentés, connus et répertoriés. C'est pas vrai. Et les pompiers, ils viennent pas ? Je ne serais pas surpris que des scènes aussi dramatiques que celles qui sont vues dans ce film se produisent, au moins à certains endroits, dans l'évolution d'une épidémie de cette nature. Aux États-Unis, ils ont fait beaucoup d'exercices, de simulations sur la dissémination de virus, notamment dans le cadre d'actes bioterroristes. Et toutes leurs simulations, finalement, on met l'accent sur l'impact qu'aurait ce type d'épidémie sur la cohésion sociale, beaucoup plus que sur la mortalité. Si vous reprenez l'exemple de l'épidémie de SRAS, par exemple, finalement, le SRAS a tué à peu près 800 personnes au tout, après 6 mois. Il y a eu 8000 personnes infectées dans le monde, c'est très peu. Chaque jour, vous avez à peu près 5000 personnes qui meurent du sida. Mais par la fermeture des aéroports, par l'interdiction des rassemblements, par la fermeture des hôpitaux où les personnels médicaux n'étaient pas autorisés à quitter l'hôpital. Donc dans les hôpitaux de Pékin, par exemple, le personnel médical a été interdit de sortir de l'hôpital pendant 1 mois et demi. Les campus universitaires étaient fermés. Donc vous avez les restrictions de déplacement, les mesures qui ont été prises étaient très importantes et ont eu un impact social majeur qui montre bien qu'un tel scénario serait possible pour peu qu'on ait un virus aussi dangereux que celui qui est décrit dans le film. C'est bien lui, avec Emhoff, à minuit 8. J'ai également l'Ukrainienne filmée dans l'ascenseur par la caméra de surveillance qui remonte dans sa chambre 20 minutes auparavant. Elle est donc sortie avant que Li-Fei prenne son travail. Ça a commencé ici. Emhoff est le patient 0. Il faut trouver tous les endroits où elle est allée avant le casino. Il est très rare qu'on puisse identifier ce patient 0. Et là, c'est une des libertés qu'a pris le film d'arriver à voir tous ces enregistrements vidéo dans un casino qui leur permettent de remonter si loin à la trace du début de l'épidémie. Pourquoi le patient 0 est important ? Parce que dans une épidémie comme celle-là, par rapport à un virus, on se doute que le virus a fait ce qu'on appelle a franchi la barrière d'espèce. 2/3 des émergences qu'on observe aujourd'hui sont des virus qui existent chez l'animal, soit chez un réservoir ou ce qu'on appelle un hôte intermédiaire. Dans le cas du film, le réservoir est la chauve-souris, l'hôte intermédiaire est le porc,
et le franchissement s'est fait via le porc vers l'homme. Si on reprend maintenant le parallèle de l'épidémie de SRAS qui a donc sévi en Chine en 2003, on a pu refaire cette historique. J'ai d'ailleurs coordonné le projet européen et chinois qui a permis de remonter sur les hôtes intermédiaires et finalement le réservoir de ce virus. Il s'agissait dans ce cas pour le réservoir d'une chauve-souris et pour l'hôte intermédiaire de civettes qu'on appelle palmistes masqués, qui sont des petits carnivores qui étaient consommés dans les restaurants de la région de Canton, des restaurants de nourriture dite exotique. Alors ce qui se passait, c'est que ces civettes étaient entreposées dans des cages à l'entrée des restaurants, elles étaient vivantes, et les clients rentrant dans le restaurant peuvent choisir leur animal. Le cuisinier vient, le sort de la cage, l'emmène dans la cuisine et tue l'animal pour le préparer. Et la transmission devait avoir lieu à ce moment, au moment où l'animal se débat, sachant qu'il a été choisi pour le dîner qui va suivre. Et les animaux infectés ont pu contaminer les cuisiniers, les personnes qui travaillent dans le restaurant, les clients. Et c'est ce qu'on a vu à plusieurs reprises dans ces restaurants de nourriture exotique du sud-est de la Chine. Donc d'avoir compris que ces civettes palmistes masquées étaient des hôtes intermédiaires qui ont permis le passage du virus de la chauve-souris à l'homme a aussi permis la prévention de la réémergence du virus en population humaine, puisqu'aujourd'hui, il y a un contrôle strict qui est fait sur le type d'animaux qui peuvent être consommés dans ces restaurants de nourriture exotique de Canton et de sa région. Il s'agit ici de comprendre comment le patient zéro s'est infecté pour pouvoir prendre des mesures de prévention qui, là, dans ce film, concerneront les porcins, puisque c'était eux qui ont servi d'hôtes intermédiaires entre les chauves-souris et les hommes. Donc ça voudrait dire de mieux contrôler la filière porcine, les conditions d'hygiène dans les restaurants, pour un scénario tel que celui qui est développé dans ce film. Qu'est-ce que tu fais? C'est rien, papa. Non, attends, c'est pas rien. Tu te souviens du docteur Barry Marshall, qui pensait que c'était une bactérie qui provoquait l'ulcère et pas le stress? Il s'est guéri tout seul en s'inoculant le microbe. C'est toi qui me l'as appris, tu te souviens? Je teste mon vaccin. D'imaginer pour un nouveau virus qu'on ne connaît absolument pas, d'avoir un vaccin en 4 à 6 mois est très optimiste. Il y a en plus après toute une série de phases d'expérimentation chez l'homme qui peuvent être accélérées bien sûr en situation de crise, mais on a peine à croire qu'on aurait un vaccin disponible aussi rapidement que ce qu'on voit dans le film. Donc l'exemple qui est donné dans le film de Barry Marshall qui ingère volontairement un extrait d'Helicobacter pylori afin de provoquer un ulcère gastrique est réel, mais il s'agissait d'ulcère gastrique, d'une maladie dont on guérit spontanément très souvent et pour lesquelles les traitements existent. Dans l'exemple de ce film, s'inoculer un vaccin dont on a vu simplement qu'un macaque qui avait été inoculé avec ce vaccin avait résisté à une infection et sur cette seule base prendre le risque de s'inoculer le vaccin et de se mettre soi-même au contact de patients et donc d'être potentiellement infectés est totalement irresponsable et très très peu réaliste. Donc je pense que là aussi c'est un des raccourcis que le film a bien voulu faire mais qu'on ne verrait pas dans la réalité. L'Agence du médicament accélère le processus d'agrément du vaccin contre le MEV1, dont la production a déjà commencé sur 5 sites tenus secrets aux États-Unis et en Europe. Je crois que là, tout dépendrait de la gravité de l'épidémie à laquelle on fait face. Si effectivement on avait une épidémie qui était déjà responsable de 26 millions de morts, comme c'est le cas au moment de cet extrait du film, et qu'on disposait d'un vaccin qui a des... Bon, là, en revanche... avec des preuves assez tangibles sur son expérimentation animale, de son intérêt chez l'homme et quelques essais qui montrent son innocuité, que des agences gouvernementales fassent tout ce qui est possible pour accélérer la production de ce vaccin et sa distribution paraît très plausible. Nous disposons de thérapies que nous savons efficaces d'ores et déjà, telles le Forsythia, et qui ne figurent même pas sur le site web du CDC. Sur votre blog, vous écrivez que l'Organisation mondiale de la santé est quelque part de mèche avec les labos pharmaceutiques. Parce que c'est le cas. Ce sont eux qui ont une chance de faire des bénéfices. Ils collaborent étroitement pour se faire de l'argent sur notre dos. Le CDC examine le Forsythia et d'autres médicaments homéopathiques, mais à ce stade, aucun élément scientifique ne vient étayer ces arguments. Alors le personnage de Jude Law dans le film est intéressant. Il y a le côté propagateur de rumeurs, et ça c'est des choses que l'on peut voir dans des situations de crise comme celle-là, et des gens qui ont un intérêt particulier pour toutes les questions de santé et peuvent vraiment favoriser la propagation de rumeurs. C'est quelque chose auquel il faut faire face, et surtout avec les nouveaux moyens qui existent aujourd'hui, type Internet. L'autre aspect de sa personnalité, où il fait des revenus très conséquents de la vente d'un médicament ou d'une plante qui, en fait, n'a pas de vraie vertu thérapeutique, on les trouve
pas du tout nécessairement réunis chez ces mêmes personnes. Je pense que c'est deux personnages séparés et le film a voulu les mettre ensemble, mais pas de façon extrêmement réaliste. En revanche, les propagateurs de rumeurs, si je voulais les appeler ainsi, posent des vraies questions, parce que ce sont des gens qui ont un intérêt pour la science, apprennent beaucoup, grâce à Internet ont accès à beaucoup d'informations, mais leur différence par rapport à des scientifiques, c'est qu'ils s'expriment sans aucun état d'âme sur les faits qu'ils avancent. Et du coup, il est très difficile pour un scientifique de discuter avec ce type de personnalité, parce que d'un côté, on a quelqu'un de très sûr de soi qui est capable de vous dire ses 4 vérités et d'être très convaincant. Et en face, un scientifique qui, lui, à chaque fois, vous dira peut-être, il faudrait essayer, on ne sait pas, acceptera très vite les limites de son discours. Et on est perdant en tant que scientifique dans ce type de débat. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé très intéressant de ce point de vue. Les pouvoirs publics ont bâclé les essais. Les avocats ont dégagé les labos de toute responsabilité. Alors peut-être bien que ça provoquera l'autisme ou la narcolepsie ou des cancers dans 10 ans, on verra bien. On n'en sait rien. Et déjà, le vaccin contre la grippe porcine, hein, en 1976, il a tué des gens. Troubles neurologiques. Alors on est tous des cobayes à compter de maintenant. Et attendez de voir qu'ils nous sortent une liste d'effets secondaires longue comme le déroulant d'un générique de fin. Si on prend les vaccins de la grippe, par exemple, il y a eu un gros débat autour des syndromes de Guillain-Barré, qui sont des formes d'atteinte neurologique qu'on dit périphériques, des polynévrites, qui ont vraisemblablement lieu dans les suites des vaccinations, mais qui sont surtout beaucoup plus fréquentes dans les suites d'une grippe. Et quand je dis vraisemblablement lieu dans les suites d'une vaccination, il faut savoir que c'est des effets indésirables qu'on dit très rares. On parle de 1 pour 100 000 par an, donc des choses quand même assez exceptionnelles. Et d'arriver à quantifier si, à la suite d'une campagne de vaccination, le 2 pour 100 000 par an que l'on observe chez les vaccinés traduit bien l'excès de 1 par rapport au 1 pour 100 000 par an qu'on attend en population générale parce que des syndromes de Guillain-Barré y ont en permanence, c'est extrêmement difficile. Donc si moi vous me demandez en tant que scientifique, est-ce que je peux écarter le fait que des personnes vaccinées par un virus de la grippe ne fassent pas de Guillain-Barré, je vous dirais non, je ne peux pas écarter ça. Il est très difficile de dire qu'il existe un risque zéro. Il est même impossible de dire qu'il existe un risque zéro. Mais je n'aurai jamais l'assurance que Jude Law a dans son film pour attribuer des effets indésirables à des vaccins, parce que je parle avec une rigueur que j'espère scientifique, alors que lui n'a aucune limite à son discours. Une nouvelle épidémie avec un impact important en population humaine, aujourd'hui, c'est à peu près une tous les 5 ans. On a eu la pandémie H1N1 en 2009, on a eu l'épidémie SRAS en 2003, il y avait eu auparavant ce qu'on appelait la crise de la vache folle, il y a eu avant le sida. Donc on a tous les 5 ans une nouvelle émergence qui aura un impact vraiment conséquent sur la population humaine. Il est très difficile de dire si on est prêt à faire face parce que l'épidémie peut prendre des formes tellement différentes. Donc si on avait un cas comme celui qui est décrit dans Contagion, un taux de reproduction à 2 et une mortalité de 25-30%, ce serait une catastrophe. On n'arriverait pas à la gérer comme ils n'ont pas été capables de le gérer tel que c'est présenté dans le film. Heureusement, c'est un scénario de film, catastrophe. Et on apprend beaucoup de chaque crise. Sur l'épidémie de SRAS, on a quand même beaucoup appris sur la collaboration entre laboratoires aux 4 coins de la planète, et l'OMS a joué un rôle très important sur la surveillance épidémiologique, la collaboration entre les virologues, et donc ça a été les bons côtés du SRAS. Même la pandémie H1N1 en 2009, on a appris beaucoup. On a vu quelles ont été les limites de certains des plans de préparation qui avaient été mis en place, les difficultés de vacciner la population quand on décide d'une vaccination à grande échelle. Et ça, ce sont des leçons qui nous serviront beaucoup pour des épidémies futures. Donc il y a eu des répétitions générales, heureusement avec des virus qui étaient soit très virulents mais peu contagieux, soit très contagieux et peu virulents. Et on espère simplement qu'on sera prêt quand on aura le virus très contagieux et très virulent.